C'est l'un des journalistes TV les plus populaires de France et en tout cas dans le domaine sportif, c'est le médaillé d'or. Il s'est fait connaître pour commenter le patinage artistique, d'innombrables compétitions allant du golf aux cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, mais surtout par ses interviews de sportifs dans de nombreuses disciplines, juste après leur match ou bien les compétitions. Interview facilitée par sa grande culture qui dépasse largement le domaine sportif et par sa maîtrise de plusieurs langues puisqu'il parcourt couramment l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, le français, le béarnais, je ne sais pas, nous lui demanderons. Nelson Montfort est le premier invité de ces nouveaux formats d'entretien entre nous qui démarre aujourd'hui après le petit jingle que voici. Et Nelson Montfort devrait être avec nous en liaison Skype. Bonsoir Nelson Montfort. Bonsoir Eric, bonsoir à vous tous. Quel plaisir que de vous voir et quel plaisir que de vous entendre également. Merci de vous prêter au jeu de ce format d'interview que nous allons inaugurer d'ailleurs ensemble dans quelques petites minutes. Vous avez accepté spontanément en nous disant que vous aviez des liens très forts et très affectif, en tout cas avec la région et le Béarn. Alors ma première question, elle est toute simple, Nelson Montfort. S'il fallait définir le Béarn, pour vous, vous emploieriez quel mot ? Chaleur humaine, générosité, accueil, sourire, il y a beaucoup de mots qui me viennent à l'esprit, n'est-ce pas ? Et puis c'est vrai que je dirais plus amitié qui couronne en fait le tout, parce que c'est vrai que tout au long des années, j'ai eu la chance de me faire beaucoup d'amis. Certains sont peut-être en train de suivre votre émission. Et voilà, c'est une région que j'affectionne vraiment, vraiment énormément. Alors, s'ils suivent cette émission, Nelson Montfort, ils vont pouvoir interagir avec moi, d'ailleurs, pour vous poser des questions tout le long de l'émission. Regardez, nous allons afficher de quelle façon. Cette interview va être menée et découpée en 3 grandes parties. Nous allons commencer tout d'abord par faire votre fiche d'état civil dans quelques petites minutes. Ensuite, il y aura le grand oral. Vous savez, c'est inspiré par la nouvelle épreuve du bac qui n'aura pas lieu finalement cette année. Nous verrons tout à l'heure 3 thèmes dans ce grand oral, mais on va rester sur la diapositive juste avant. Et puis, il y aura une interview spéciale confinement qui viendra clôturer donc, cette série, cet entretien donc, découpé en 3 parties. Et pendant toute la durée de l'entretien, eh bien, celles et ceux qui vous sont chers ou bien celles et ceux qui, au contraire, voudraient vous poser des questions qu'ils n'ont jamais entendu poser ou bien qu'ils n'ont jamais eu dans la bouche des journalistes que nous sommes, eh bien, peuvent le faire par SMS avec un numéro qui est non surtaxé. Donc, allez-y, 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14. Et au fur et à mesure de l'entretien, nous afficherons ces différentes questions et je m'en ferai le porte-parole. Nelson Montfort, on va commencer par votre fiche d'identité. Vous allez apparaître en vignette à l'écran. La fiche d'état civil, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. On va commencer par un truc tout simple, le nom et le prénom. Je mets un S volontairement à prénom, parce que nous, on ne connaît que Nelson. Mais est-ce qu'il y a d'autres prénoms ? Oui, c'est une tradition anglo-américaine qui consiste un petit peu à l'image de John Fitzgerald Kennedy, dont tout le monde se souvient naturellement, que le deuxième prénom en la circonstance soit un nom familial. C'est Nelson Wicks, W-I-C-K-S, Montfort. Mon père était, comme vous le savez peut-être, américain, citoyen américain, et ma mère était néerlandaise. Donc voilà, c'est vrai que j'ai toujours baigné dans un environnement très international où la langue anglaise, puisque vous avez eu la gentillesse de le rappeler, tenait un grand rôle. Et votre lieu de naissance ? On sait que c'est en 1953, je ne trahis pas de grand... Boulogne plus exactement, juste à côté... Alors écoutez, c'est drôle, c'était peut-être un fait exprès, entre le stade Roland-Garros et le stade du Parc des Princes, et le stade Pierre de Coubertin. Vraiment le cœur sportif de Paris. Alors on y reviendra tout à l'heure sur ces attaches sportives et sur ces lieux sportifs évidemment. Études, on sait que vous avez fait du droit, on sait que vous avez fait Sciences Po Paris, parce que à la base, vous vous dirigez plutôt vers des études, vers des métiers autour de la banque et du milieu financier, je crois. Oui, d'ailleurs, là aussi, ce n'est finalement pas très éloigné de ce que je fais aujourd'hui, puisque le milieu financier est assez proche du milieu sportif. Il en est même très, très proche. C'est vrai. Donc, vous savez, bon, j'ai toujours été quelqu'un, je crois, d'assez curieux de tout. Et
comme vous l'avez très, très gentiment signalé, ce n'est pas parce que je suis journaliste de sport que je ne m'intéresse pas également à d'autres secteurs d'activité dans lesquels la politique étrangère, la politique intérieure, la finance, l'économie, etc. tiennent également un grand rôle, sans parler évidemment de l'amour de la chanson et du théâtre, mais ça peut-être que nous y viendrons tout à l'heure. On va y venir en effet. Lorsque vous étiez plus jeune, à l'école et au collège, vous savez, les lieux que malheureusement maintenant les enfants ne peuvent plus fréquenter dans cette période de confinement, vous étiez plutôt un élève studieux ou au contraire c'était plutôt facile et vous ne faisiez pas grand-chose, vous étiez dissipé? Quelle case vous cochez? Je dirais que, comment dire, si je devais employer un adjectif, je dirais que j'étais rêveur. Et d'ailleurs, je suis encore aujourd'hui d'une certaine manière. Je faisais ce qu'il fallait faire sans excès. J'ai toujours privilégié les matières que j'aimais. Ce que j'aimais à l'époque et ce que j'aime encore aujourd'hui, c'est la littérature, la poésie française ou anglo-américaine. Et disons que les langues étrangères pour lesquelles j'ai, disons, une sorte de facilité. Et c'est vrai que ça m'a toujours aidé dans les examens puisque j'ai toujours eu, comment dire, ce qu'il fallait pour passer d'année supérieure en année supérieure. Alors évidemment, après, puisque vous avez de gentillesse de le rappeler, j'ai fait effectivement Sciences Po Paris. Là, il fallait quand même un petit peu bachoter. Il fallait bachoter, là. Oui, là, c'est pas le même niveau. Oui, parce que là c'est pas une formation quand même très facile. Et donc là, il fallait quand même être un peu plus sérieux. Mais je dirais qu'au fil du temps, j'ai toujours privilégié mes passions. Et quand mes passions rejoignaient mes études, eh bien, mon Dieu, je faisais coup double, on va dire. Votre premier job, alors premier job dans le sens petit boulot, puis après on parlera de l'évolution professionnelle comme journaliste, puisqu'il y a eu un nombre très important, il y a eu le Figaro, Tennis Magazine, etc., puis bien sûr les médias, mais le premier petit boulot. Alors là, vous allez vraiment rire, Eric. Dites-moi. Mon premier petit boulot, comme vous dites, était d'être caddie au golf. Ah. Alors le caddie, ça n'a rien à voir avec le caddie de supermarché. Hein. Le caddie, c'est celui qui tire le chariot ou qui porte le sac de son client, faut-il dire. Donc voilà, ça c'était mon... Mais il se trouve que j'ai toujours adoré la vie en plein air. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je ne suis pas tourné vers cet itinéraire dont vous parliez au début de l'émission. Et en étant caddie au golf par tous les temps, hein, y compris en plein hiver, au mois de janvier avec la neige et tout, là, j'ai tout de suite appréhendé la vie en plein air et cet amour de la vie en plein air ne m'a plus quitté depuis. Alors, évidemment, après, je me suis un peu orienté vers d'autres choses, mais caddie au golf était mon premier petit boulot et j'avoue que quand j'y repense, mon sourire, j'y repense avec une certaine nostalgie. Alors, le golf, justement, c'est un des sujets sportifs sur lesquels vous avez très souvent écrit quand vous avez commencé. Je parlais du Figaro, mais je lisais également Tennis Magazine pour le côté tennis. Et puis, rapidement, il y a eu les radios, RMC, Europe 1, avant que les portes de France Télévisions, qui ne s'appelait pas d'ailleurs, je crois, France Télévisions à l'époque, ne s'ouvrent à vous. Ben écoutez, Eric, je crois que vous connaissez mieux mon itinéraire professionnel que moi-même. Vous avez tout dit. Effectivement, comment dire, oui, c'est exactement l'itinéraire que j'ai pris. J'ai commencé donc par la presse écrite, pour laquelle j'ai toujours beaucoup de respect. J'ai ensuite oscillé vers la radio, et pas n'importe quelle radio, vous venez de les citer. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai été, entre guillemets, remarqué ou repéré, faut-il dire, effectivement, ça ne s'appelait pas encore France Télévisions, ça s'appelait FR3, on disait à l'époque, devenu France 3, puis devenu France Télévisions et France Télévisions Sport depuis 22 ou 23 ans environ, voilà. Alors aujourd'hui, justement, au sein de France Télévisions, votre job, vos fonctions, et puis j'ai envie de dire vos futures missions, alors même que la période est évidemment tout à fait particulière, on y reviendra tout à l'heure. Eh bien, alors, comment dire, mes futures missions devaient être le tournoi de tennis de Roland-Garros, sans doute une partie du Tour de France cycliste et les Jeux Olympiques de Tokyo en point d'orgue de la saison estivale. Alors évidemment, sans compter le tournoi de tennis de Monte-Carlo, etc. Alors évidemment, tout ceci concernant les Jeux Olympiques de Tokyo, comme vous le savez, ils ont été remis d'un an. Concernant les autres événements, c'est toujours en pointillé. Je pense quand même que le tournoi de tennis
pour ça que je vous interroge là-dessus, vous avez bien compris. C'est pour savoir si vous Oui, avez oui. quelques infos Non, là-dessus. je pense quand même que le tournoi de Roland-Garros, qui maintenant donc a été déplacé fin septembre, début octobre, je pense quand même que là, il devrait pouvoir se dérouler. Entre parenthèses, la période de septembre-octobre, météorologiquement à Paris, est Ah oui, souvent très belle. tout à fait. Voilà, donc si vous voulez, tout ceci est quand même encore en pointillé, mais je reste, disons, relativement optimiste. Alors, vous avez toujours affiché en effet un véritable appétit culturel, la musique en particulier. Alors, le classique, l'opéra, ça a été tout de suite quelque chose qui vous a plu, je crois, et qui vous a beaucoup bercé. En fait, je suis rentré dans la musique dite classique, ce qui ne m'empêche pas du tout d'aimer également les chanteurs On y d'aujourd'hui. reviendra. Enfin, du On y du moins reviendra. certains d'entre eux. Oui, exactement. Oui, bravo. Pas seulement, mais lui, effectivement, j'ai vraiment une vraie tendresse pour lui. Non, cet amour de la musique dite classique est venu quand j'ai commencé à commenter le patinage artistique. Parce qu'au fond, Ah, quand on commente le patinage, on entend souvent, la plupart du temps, des thèmes classiques. Alors, j'ai voulu quand même assez vite sortir, on va dire, des valses de Vienne et des jabots à la Henri III. Vous constatez que je ne dis pas Henri IV. Hein. j'ai bien remarqué, j'ai bien remarqué. Voilà. Comment vous savez, avec ses couleurs un petit peu kitsch, etc., pour me concentrer sur ce sport merveilleux, et puis effectivement pour me concentrer sur ces musiques merveilleuses, en entrant vraiment de plein pied dans la vie de ces compositeurs qui continuent à m'accompagner aujourd'hui. Je dirais que, pour résumer mon amour de la musique comme auditeur, il est certain que c'est davantage dans la musique classique. En revanche, comme interprète, et notamment dans mes spectacles, c'est pour certains grands artistes de la chanson française qui me manquent, et oserais-je dire qui nous manquent encore beaucoup aujourd'hui. Absolument. Et un de ces artistes, vous y avez consacré un livre d'ailleurs, c'est Jean Ferrat. C'est pas le seul artiste pour lequel vous avez écrit, puisque ensuite il y aura le roman de Charles Trenet en 2013 aux éditions du Rocher, mais le premier à qui vous consacrez le passage entre la passion et l'écrit, c'est Jean Ferrat, dont il paraît que vous êtes capable de nous chanter ou d'entonner pratiquement 50 chansons dont vous connaissez les textes par cœur. C'est vrai ? C'est à peu près ça, oui, c'est à peu près ça. C'est un artiste qui a accompagné ma jeunesse, même mon enfance d'une certaine manière, et mon adolescence, et qui aujourd'hui continue à accompagner ma vie. Et c'est vrai que lorsque j'ai écrit ce livre, je me disais qu'au fond, dans un livre, qu'est-ce qui manque ? Il manque d'entendre les chansons. Et c'est pour ça que j'ai voulu développer ce que j'appelle une causerie musicale, autour de la vie et de l'œuvre de Jean Ferrat, qui est ô combien romanesque, avec des pages extrêmement sombres, et puis toujours avec cette lumière au bout du tunnel. Et j'aurai le plaisir d'ailleurs de proposer ce spectacle à la Reims au mois de septembre prochain. Donc peut-être que ce sera l'occasion de nous revoir à ce moment-là. C'est une causerie qui s'appelle « Aimer à perdre la raison », qui est l'une de ses chansons phares, comme vous le savez. Et je me réjouis vraiment de venir dans les Pyrénées pour proposer ce spectacle. Et alors, justement, chez Ferrat, dans le répertoire de Ferrat, dans tous les textes de Ferrat, est-ce qu'il y en a un qui, pour cette période-ci, vous semble particulièrement adéquat à partager, à conseiller ? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient spontanément ? La période que nous avons, effectivement, consiste à... Oui, vous m'entendez, Eric ? Oui, très bien. La période que nous vivons consiste justement à voir ce que je disais il y a quelques minutes, cette fameuse lumière au bout du tunnel. Et si, écoutez, je peux peut-être vous entonner juste le premier couplet de... Alors, il se trouve que cette chanson, en plus, alors vous la connaissez, je pense que tous vos téléspectateurs la connaissent, parce que c'est vraiment une de ces chansons les plus connues. Mais c'est également, et je le sais de source sûre, parce que c'est lui-même qui me l'a dit, que c'était également une des chansons préférées de son auteur, c'est-à-dire de Jean lui-même. Et elle va comme ceci. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Eh bien, rien n'est jamais perdu. Ah oui, et il y aura lumière
au bout du tunnel. C'est un très bon choix, c'est un très très bon choix. Pour terminer cette fiche d'état civil, les questions les plus journalistiquement capitales. Pour mieux vous connaître, votre plat préféré? Vous me prenez comme ça, je dirais la seule meunière. En tout cas, un poisson. Un poisson, j'adore tous les poissons. Je suis plus poisson que viande, je dirais même que je le suis de plus en plus. Donc voilà, un turbo, est-ce qu'il y a un lien avec le fait que vous aimez également, particulièrement de façon générale, je crois, la cuisine japonaise? J'adore la cuisine japonaise. Écoutez, c'est bien simple. En matière de poisson, j'adore tout sauf les anchois. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Les anchois ne m'ont jamais réussi, mais j'adore la cuisine japonaise. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la cuisine que j'adore au Japon. J'adore la délicatesse de la cuisine japonaise, la finesse de la cuisine japonaise, et je dirais la délicatesse du peuple japonais. Et c'est la raison pour laquelle, si j'ose cette transition, je suis persuadé que les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 seront un très très grand succès. Vous avez également évidemment une affection particulière pour l'Angleterre, Londres, je crois, en tant que ville. Vous avez d'ailleurs proposé le roman de Londres en 2012. Cela dit, la cuisine anglaise, c'est pas forcément le même amour. Oh, disons qu'il y a, comment dire, il y a un certain nombre de clichés concernant la cuisine. J'adore votre question. Concernant la cuisine anglaise, bon, je pense que la cuisine anglaise et la cuisine écossaise, autre pays que j'adore, est plus fait, comment dire, autour du bœuf, de l'Angus beef, etc., qu'autour du poisson. Ça c'est certain, bien que l'Angleterre soit une île, évidemment. Mais bon, je pense qu'effectivement, je préfère oui, pour être très franc, je préfère la cuisine française à la cuisine britannique. Ça c'est une certitude. Maintenant, je pense quand même qu'à Londres, je ne veux pas vous fâcher avec tout le peuple anglais qui on le sait, avec nous avec vous. Ils ont d'autres soucis. Absolument, c'est clair. Est-ce que vous êtes capable de compter ou de connaître le nombre de pays que vous avez visités ou au fil des compétitions ou au fil également de vos voyages personnels? Est-ce qu'on peut connaître le nombre de tampons qu'il y a quelque part sur le passeport de Nelson Montfort? Écoutez, disons que par continent, j'ai eu la chance de visiter tous les continents. Celui que je connaissais le moins, c'était l'Amérique du Sud, mais je me suis rattrapé donc aux derniers Jeux Olympiques de Rio, été 2016. Donc les continents, je les connais à peu près tous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des pays que je connais mieux que d'autres, mais disons que c'est vrai que je connais tous les continents. Donc à partir du moment où je connais tous les continents, forcément, je connais presque, enfin pas tous les pays. L'Amérique du Sud, c'est celui que je connais le moins bien. Je ne connais que le Brésil. Et alors culturellement, en termes d'affection également, ressenti, rencontrer les populations, vous vous sentez le plus proche de quel pays ou à l'inverse, duquel vous vous sentez le plus éloigné? Alors naturellement les USA, puisque c'est quand même le pays de mon père. En plus, je suis extraordinairement passionné de culture et d'histoire américaine. Et puis, je dirais que le Japon, dont on vient de parler, est également un pays qui m'est. Alors, ce qui est curieux, c'est en vous disant ces deux pays, c'est que c'est deux pays qui ont été extraordinairement adversaires entre 1940 et 1945. Mais la réconciliation de ces deux pays est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui, ce sont pratiquement les deux meilleurs alliés, comme vous le savez. Donc voilà, je dirais que culturellement, je dirais le Japon, et historiquement, je dirais les États-Unis. Et enfin, ma dernière question, dans tous les sports que vous avez commentés ou que vous suivez, quel est celui que vous préférez commenter et quel est celui que vous préférez suivre? Ce n'est pas tout à fait la même chose, je pense d'ailleurs. Non, c'est tout à fait exact, c'est une bonne remarque. Je dirais que commenter, c'est certainement le patinage avec Philippe, parce que c'est vrai que Philippe Candeloro, bien sûr. C'est vrai que nous avons... oui, vous aviez... il suffit de dire son prénom. Ah, exactement. Comment? Parce que je crois que nous avons établi un tandem qui, allez, je dis ça en toute modestie, dépasse peut-être un peu le cadre du sport. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est quand on me dit, et quand on lui dit, que on ne connaît pas grand-chose au patinage, mais on va venir vous suivre parce qu'on pense qu'on va passer un bon moment. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, je dirais le patinage. Et en plus, celui qui permet d'écouter ces thèmes musicaux que nous adorons. Donc, pour commenter, et je dirais que pour suivre, il va de soi que le tennis, quand même, est un sport. Le tennis, l'athlétisme, les grands sports olympiques. En plus, j'ai la chance d'être sur les sports olympiques d'été, athlétisme, natation, et sur les sports olympiques d'hiver, on va dire neige et glace.
Donc voilà, tous ces sports-là j'aime énormément. J'aime énormément. Et puis si je puis ajouter quelque chose, je parlais très brièvement du Tour de France cycliste. Oui. L'environnement du Tour de France cycliste est quelque chose que j'adore. Le patrimoine, les paysages traversés, les gens qu'on rencontre au bord de la route. D'ailleurs, je sais même qu'il va être très présent chez vous l'été prochain. On y compte, quelle que soit la date, on l'espère, on espère le Tour de France, évidemment. Écoutez, Eric, je peux vous dire une petite, enfin, c'est pas une indiscrétion parce que je suis actuellement en train de, ça va vous faire plaisir ça. Je suis actuellement en train de collaborer de façon régulière avec le site de francetélévisions.fr avec la réception de différentes personnalités. La semaine dernière, j'ai Patrick Pelloux, que vous connaissez sûrement, le médecin urgentiste que j'aime beaucoup. Lui est très optimiste quant à la tenue du Tour de France cycliste cet été. Et en plus, il ajoute, et je crois que vous serez de cet avis, que psychologiquement, même les gens qui ne s'intéressent pas au cyclisme, etc., je crois que ça sera très important d'avoir de nouveau des gens au bord de la route, le peloton, etc. Je pense que c'est également votre avis. Donc voilà, Patrick Pelloux, qui est beaucoup plus apte que moi à parler de ça, espère et pense que le Tour de France cycliste va pouvoir se dérouler dans des conditions normales, ou quasi normales. Parce qu'en effet, le Tour de France a cela de magique que même si on ne s'intéresse pas véritablement à l'enjeu sportif, ça reste la fête populaire qui fédère, qui rassemble, qui véhicule tout un tas de valeurs festives, populaires, formidables, que ce soit pour nous et pour les autres. Ce n'est pas le Béarn qui va dire le contraire. Absolument. Quand je vois le tracé de cet été, la Reims, dont je parlais il y a quelques minutes, voilà exactement, Pau naturellement. Bref, ça sera une. Je m'apprêtais à dire ça serait une très grande fête. Je vais être optimiste et dire ça sera une très grande fête et Dieu sait que vous la méritez. Alors on va clôturer là non pas l'interview, mais cette première partie de l'interview. La fiche d'état civil, on va se tourner vers le grand écran que voici parce qu'on va faire apparaître 3 thèmes maintenant pour faire votre grand oral. Je vous remercie vraiment de vous prêter à ce jeu et en même temps je vais récupérer ma petite tablette qui est ici sur laquelle nous allons pouvoir collecter donc les premières questions qui sont arrivées au standard et vous pouvez continuer, chers amis, à envoyer, à utiliser les questions. Mais d'ailleurs il y en a une qui va être très sympathique que je vous donnerai dans quelques secondes. Pour le moment, Nelson, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a mis 3 thèmes que vous pouvez choisir de prendre dans n'importe quel ordre. C'est le principe un petit peu du grand oral. 3 thèmes qui, derrière ces mots, vont nous permettre de continuer cette interview, évidemment. Premier thème, j'y crois. Deuxième thème, héros et légendes. Troisième thème, le monde change. Et le but, c'est évidemment derrière ces thèmes de se donner des prétextes de conversation avec vous. Il y a une question, cela dit, qui est arrivée juste avant que je donne sans plus tarder. On parlait des interviews. Je vous ai demandé donc quel était le sport que vous préférez commenter, mais quels sont, c'est la question, quels sont les champions que vous préférez interviewer? Ce n'est pas tout à fait la même. Quels sont les champions que vous préférez interviewer? Là, je vous réponds. Ça se rejoint un petit peu. Je vous réponds tout de suite. Il s'agit de Rafael Nadal. Bon, alors lui, il est inutile de le présenter. C'est clair. Oui, je pense qu'il a vraiment su parfaitement allier le plus grand champion sans doute de l'histoire du tennis et une personnalité extraordinairement attachante, empreinte de modestie et de générosité. Donc je vous réponds tout de suite, Rafael Nadal, à la tête d'un peloton légèrement détaché, à la tête d'un peloton où on trouverait certains nageurs français, certains athlètes américains ou jamaïcains. J'ai toujours eu, je suis extrêmement conscient du fait que c'est un grand privilège d'être souvent le tout premier à approcher ces champions qui sortent de l'eau, qui terminent leur match de tennis ou derrière une piste d'athlétisme, etc. Donc, avoir cette délicatesse qui est tellement, tellement importante, un peu d'humour, un peu d'émotion, être un passeur d'émotion. Dans les autres questions qui sont arrivées, Nelson Montfort, votre plus beau parcours de golf? Sans doute en référence à ce que vous disiez tout à l'heure. Il est à venir sur le Golf Club de Pau, le plus ancien golf du continent, comme vous le savez sans doute. Vous êtes formidable pour la promo. Vous êtes formidable pour la promo. Le plus ancien golf du continent. Je ne sais pas si tous vos téléspectateurs le savent. C'est un bonheur. Et il se trouve que j'ai plein de souvenirs. Mais je vous dis, en plus, c'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça. Il se trouve que mon parrain dans la profession était quelqu'un dont vous vous souvenez sûrement, qui était Jacques Chancel, qui d'ailleurs avait un château magnifique non loin de chez vous. Tout à fait. Et je me souviens
comme il était mon parrain dans la profession, est vraiment devenu un véritable ami. Nous avons fait plusieurs fois des parties au Golf Club de Pau que j'adore véritablement. On Donc, garde c'est pas pour vous faire je plaisir, garde c'est les vraiment, autres questions pour la c'est suite. la vérité. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Regardez une nouvelle fois, ils vont s'afficher à l'écran les trois thèmes pour que vous me disiez lequel vous voulez traiter en premier, en deuxième, en troisième. J'y crois, héros de légende ou le monde change. Vous voulez démarrer par quoi? On va peut-être commencer par Héros et légendes, comme c'est le titre d'un livre. Eh bien justement, évidemment, évidemment. Vous êtes très fort, Eric. Ah non, bah écoutez, on a juste fait un peu de préparation, mais c'est tout. Mais en effet, Héros et légendes, en 92, vous interviewez Carl Lewis. En 87, avant, c'était Martina Navratilova. En 2001, on se souvient d'autres interviews, parfois décalées d'ailleurs, parce que décalées ou surprenantes. Vous avez même fait Bill Clinton, c'était en 2001 à Roland-Garros. Alors dans ce chapitre, Héros et légendes, en hommage en effet au nom de l'ouvrage que vous avez commis, vous diriez en complément de la question qui vient de paraître d'ailleurs juste alors, que est-ce que le mot héros et est-ce que le mot légende d'abord, ça correspond bien aux champions sportifs? Est-ce qu'on peut les affubler en effet de ces mots-là, héros ou légende, ou est-ce que ce n'est pas trop? Si vous voulez, compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment, je dirais que les véritables héros, vous les connaissez comme moi, sont ceux qui travaillent à sauver des vies humaines, non seulement en France, mais aujourd'hui quasiment dans le monde entier. Alors, légende, c'est autre chose. Je pense qu'effectivement, qu'il y a certains sportifs qui ont établi un palmarès à travers également une personnalité, un charisme, qui en ont fait des légendes. Plus près de nous, je pense qu'en France, un garçon comme Jean-Claude Killy, pour lequel j'ai énormément d'estime et d'amitié, même si lui détesterait qu'on dise ça, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement modeste, c'est pour ça que je l'aime d'ailleurs, ressemble quand même à une légende du ski. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres noms, comment Usain Bolt quand même en athlétisme, etc. Oui, ce sont des légendes. Et alors, parmi tous ceux que vous avez interviewés, alors vous avez parlé de Nadal tout à l'heure, évidemment, mais est-ce qu'il y en a un ou deux autres qui font figure, comment dire, pour vous, de héros, qui vous impressionnez et pour lesquels vous avez, au moment de l'interview, quelque part, une forme allez, on va dire, d'intimidation, de respect, parce qu'on a l'impression que vous êtes à l'aise avec tout le monde, avec tous les sujets, mais est-ce que certains de ces sportifs contemporains vous ont impressionné avant de les interviewer? Ça c'est une très bonne question, Eric, parce que, si vous voulez, même encore aujourd'hui, quitte à vous surprendre, j'ai encore cette petite, c'est pas une boule dans l'estomac qui m'empêche de m'exprimer, mais c'est vrai que j'ai toujours cette petite, ce petit trac qui au fond fait qu'il faut pas que la première question tombe à plat, ni la deuxième, me direz-vous, mais il faut que la première question tombe juste. Donc, c'est partager. Alors, évidemment, en cas de victoire, en cas de succès, c'est plus facile et on partage la victoire, on partage le bonheur. En cas de défaite, en cas d'échec, c'est plus difficile. C'est là où je parlais de passeur d'émotions, voire même de consolateur, d'être le premier et ça m'est arrivé plus d'une fois, comme vous pouvez le penser. Donc, oui, je dirais que peut-être cette délicatesse, j'espère que ça me caractérise. En tout cas, je ne me force pas, mais je suis toujours plein de respect et j'espère d'empathie avec ces sportifs que j'ai la chance de côtoyer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous qualifie davantage encore d'intervieweur sportif, encore plus que de journaliste sportif. C'est par l'interview sportive alors là, par contre, si vous voulez, c'est une chose à laquelle j'ai justement voulu mettre si ce n'est mettre un terme, je vais continuer les deux, mais j'ai voulu rapidement également commencer à commenter, voire à présenter des émissions, etc. Ne pas être enfermé entre guillemets dans ce... J'allais dire confiné, mais je suis en train d'essayer de trouver un autre mot. ne pas être uniquement concerné par des interviews. Donc voilà, j'ai voulu aborder, si vous voulez, les trois pôles de ce métier: présentation, commentaire, interview, on va dire. Et alors, celui ou celle que ça arrive à tout le monde, vous n'avez pas réussi à interviewer, celui que vous souhaiteriez interviewer, celui quelque part qui peut-être a disparu avant que vous ne puissiez l'interviewer. Je vais vous répondre très honnêtement. J'ai souvent eu pas mal de problèmes avec les tenniswomen russes.
et surtout, et je dirais même en ajoutant d'Europe de l'Est de manière générale. J'avais toujours du mal avec. Pourtant, bon. Pourtant, c'est Navratilova. C'est Navratilova. Non, alors elle, non, parce qu'elle ça était marchait. Très occidentalisée. Exactement, Si c'est parce qu'elle est passée de l'autre côté que globalement, vous l'aviez. Voilà, exactement. Mais non, mais je dirais plus près de nous, des Maria Sharapova, dont vous vous souvenez sûrement, etc. Avec beaucoup de si vous voulez, voilà, ce côté un petit peu, ce qui l'empêchait pas d'être une très grande joueuse de tennis, mais ce côté un petit peu toujours se maquiller avant l'interview. Je ne vous pas que je n'exagère pas, hein, il fallait se remaquiller avant l'interview, etc. Enfin, ce genre de choses. Si vous voulez, voilà, ça j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. Bon, maintenant, ça ne m'empêche pas d'admirer leur grande carrière de championne. Est-ce que j'ose. Attends, j'irais même un peu plus loin, chérie. Je veux même vous faire une petite confidence. Ah ben allez-y, on est là pour ça. Souvent, les interviews ont été plus difficiles avec les filles qu'avec les garçons. Et j'explique ça pour une raison simple. C'est que les filles sont souvent plus sur la réserve, sont souvent plus un petit peu, comme on dit, vous savez, il faut surtout. Alors, déjà, la première question avec un garçon, il ne faut pas qu'elle tombe à plat. Oui, ça c'est clair. Avec les filles, je dirais encore moins. Elles sont souvent très, très sensibles, ce qui est normal, c'est une qualité féminine. Et donc, je me suis rendu compte au fil du temps que c'était plus facile avec les garçons qu'avec les filles. Et l'appréhension dont vous parliez tout à l'heure, encore une fois, qui ne me paralyse pas, arrive plus souvent, effectivement, avec les sportives qu'avec les sportifs. Mais ça veut dire sans doute parce que je les aime évidemment énormément. Parce que je suis évidemment, et ça vous le savez bien, un adepte à 100%, enfin en tout cas à 50-50 du sport masculin et féminin. Pour moi, certaines de mes plus grandes émotions sportives viennent du sport féminin et notamment en patinage dont on parlait il y a quelques minutes. Alors justement, tiens, je vais faire le deuxième thème. Je vais choisir pour vous le deuxième thème parce qu'il est tout à fait lié avec cette partie de l'interview. Le deuxième thème, c'était le monde change. Et je voulais justement vous entendre sur la façon dont il change, notamment dont les femmes prennent une place de plus en plus reconnue. Je ne dis pas importante parce qu'elles ont toujours eu une place importante, mais reconnue dans le milieu sportif et notamment au regard de ce qu'on a connu comme coup de projecteur sur la Coupe du Monde du foot. Ce n'est pas le sport dans lequel vous commentez le plus souvent, dans lequel vous excellez, mais de façon générale. La place aujourd'hui, la reconnaissance du sport féminin, vous en pensez quoi ? Je dirais que si j'avais une formule, je dirais qu'il était temps. Je suis en train de terminer un livre sur la grande saga des Jeux Olympiques qui va paraître cet automne et je me suis rendu compte que ça paraît totalement incroyable comme le baron de Pierre de Coubertin, à qui le sport et notamment l'olympisme doit énormément, comme vous le savez, s'opposait très fermement aux femmes dans le sport. Je n'ose même pas vous dire la façon dont il les qualifiait. Alors, il est bien juste de dire qu'il a un petit peu évolué sur la fin de sa vie, mais enfin au début, il ne voulait pas entendre parler des femmes dans le sport. Alors quand je considère que Pierre de Coubertin s'est éteint dans les années 30, donc on va dire, ça fait à peu près 90 ans malgré tout, mais le chemin parcouru est énorme et aujourd'hui, je crois que le sport féminin, enfin en tout cas moi ce que je souhaite, soit l'égal absolu du sport masculin, même si, et c'est malheureusement le cas, il y a encore à faire du point de vue des rémunérations. Ouais. Et je ne peux pas m'empêcher évidemment de revenir sur la façon dont vous avez réagi lorsque Sarah Abitbol, pour revenir sur un sport que vous connaissez parfaitement, par exemple, a mis en avant des pratiques et les violences sexuelles qui pouvaient exister dans certains milieux sportifs, le patinage en ce qui la concerne, puis on a vu de quelle façon les révélations se poursuivaient. Comment est-ce qu'on arrive à concilier justement cette période où il faut que la libération de la parole se fasse entendre et à côté de ça, le fait comme vous de dire il faut laisser plus de place au sport féminin. Bref, que pensez-vous finalement aussi de quelque part ce revers, sans doute salutaire, de la libération de la parole qui va de pair avec une exposition bien différente du sport féminin et avec des évolutions de la société par rapport à ces questions autour des femmes? Bien, je vous ferai peut-être la même réponse qu'il y a quelques instants. Il était temps. Il était temps. D'ailleurs, Sarah, qui est une personne que nous nous connaissons bien, nous nous sommes parlé au téléphone depuis. C'est la seule chose que je me suis permis de lui dire, c'est pourquoi avoir attendu si longtemps ? Parce que, mais la réponse, je la connais. Parce que c'est un traumatisme tel qu'elle ne se sentait pas
le fait de pouvoir le dire avant. Maintenant, si ce livre et si cet exemple peut faire boule de neige, je serai le premier à être à ses côtés, je dirais même à leur côté. Ce que je ne voudrais pas en revanche, parce que j'aime profondément le patinage artistique, comme vous le savez, nous avons eu l'occasion d'échanger là-dessus pas mal avec Philippe notamment, ce que je ne voudrais pas, c'est que le patinage artistique serve de bouc émissaire pour d'autres, pour tout le monde. Parce que je pense que vous, comme moi, savez qu'il ne s'agit pas du seul sport concerné. Donc, c'est un petit peu comme le dopage en cyclisme. Moi, je déteste qu'on dise oui, tous les cyclistes sont dopés. Tout d'abord, c'est faux. Tous les cyclistes ne sont pas dopés. Et je ne vois pas pourquoi le cyclisme sert de bouc émissaire ou de mauvais exemple à suivre par rapport à d'autres sports. Donc voilà, c'est la seule remarque que je ferai. Mais ça, j'y tiens beaucoup. Mais vous avez raison de le faire. Mais alors, vous savez qu'on fait souvent le reproche aux journalistes ou aux personnes qui sont souvent en proximité plus forte avec le milieu sportif. C'est votre cas, mais ça peut être également nos cas respectifs aux uns et aux autres. On pose souvent la question, mais vous ne pouviez pas ne pas savoir, alors que ce soit dans le domaine du patinage, mais pas que, en effet, parce que ce que vous dites est tout à fait juste. Beaucoup d'autres choses existent par ailleurs, beaucoup d'autres cas douloureux existent par ailleurs. Et souvent, on nous demande, mais comment vous pouvez dire ça alors que vous êtes au contact? Comment vous pouvez faire pour ne pas voir ça? Écoutez, Philippe Candeloro, qui est quasiment devenu un petit frère pour moi, et la réciproque est vraie, passait ses vacances, j'ai pas souvent dit ça, mais à vous, je suis heureux de le dire, passait ses vacances avec Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, qui étaient donc son partenaire à la fois sur la glace et dans la vie à un certain moment. Tout à fait. Jamais, pas une seule fois, ce n'est venu dans la conversation. Parce que Sarah, effectivement, avec sa discrétion et son secret, la seule personne qui le savait, en dehors évidemment des personnes concernées, des agresseurs, la seule personne qui le savait, c'est Stéphane Bernadis, je pense que vous vous souvenez de lui, son partenaire, n'est-ce pas? Et jamais ce n'est sorti. Vous pensez bien que si Philippe, qui était quasiment leur meilleur ami au point de passer leurs vacances ensemble, ne le savait pas, comment est-ce que les journalistes l'auraient su? Voilà, c'est ma réponse. Merci beaucoup en tout cas pour cette franchise. Troisième thème de cette interview, de ce grand oral, les croyances. Alors, il y a une question qu'on va poser à tout le monde, mais alors pour vous, et on n'a pas fait exprès, elle va prendre ma foi un reflet tout à fait différent. Il y a une question qu'on va poser à tout le monde, c'est est-ce que vous croyez aux hommes, en Dieu ou aux extraterrestres? Avec vous, j'ai presque envie de rajouter ou les trois. Et vous allez m'expliquer pourquoi je dis ou les trois. Les hommes, on l'entend bien et on voit bien le parcours humaniste. On n'y revient pas. Dieu, vous l'avez souvent affirmé d'ailleurs, y compris dans une émission et dans une interview assez longue d'ailleurs, au jour du Seigneur, il y a quelques années. Fréquence protestante, oui. Fréquence protestante, puisqu'en effet, vous êtes d'obédience protestante. Et vous l'avez souvent dit ou rappelé. Cela dit, est-ce que ça vous semble aujourd'hui une nécessité dans la période actuelle que d'avoir cette croyance pour vous forger un quotidien? Je sais très bien ce que pensent pas mal de personnes, sans doute également des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, que Dieu nous a un peu abandonnés avec tout ce qui se passe en ce moment. Ce serait le temps qui nous est imparti ne me permettrait pas de trop rentrer là-dedans. Je pense que le Seigneur dont nous avons célébré en plus la résurrection hier, aujourd'hui en la circonstance, nous sommes lundi de Pâques, ne nous a pas abandonnés. Je pense que cette lumière au bout du tunnel qui arrive, ce soir nous en saurons davantage, mais qui arrive et qui sera vraiment, alors là du coup, très 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 belle, eh bien nous prouvera qu'il est encore là. Mon Dieu, le monde a subi de tels traumatismes et le XXe siècle, n'en parlons même pas. Ce n'est pas une raison pour remettre en question l'existence de Jésus-Christ. Ça, c'est un premier point. Maintenant, concernant le deuxième point, pour être un peu plus léger... Les extraterrestres. Alors, les extraterrestres. Oui, alors je précise une chose, Eric. J'ai effectivement sorti un livre il y a quelques mois qui, d'ailleurs, marche très bien, j'en suis très heureux. Pour lequel, d'ailleurs, je n'ai pas été, lynché sur la place publique, parce que, si vous voulez, je me disais bien qu'en sortant ce livre qui s'appelle donc « OVNI, sommes-nous seuls ?», qu'il y aurait pu y avoir des personnes qui demandaient « mais qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu, etc. » Pas du tout. Mais non seulement pas du tout. Mais vous aviez commencé à préparer les esprits. Vous avez commencé à préparer les esprits, parce que 10 ans ou 12 ans avant, chez Laurent Ruquier, si ma mémoire est bonne, vous aviez eu une interview, vous aviez surpris tout le monde en commençant à affirmer justement votre conviction que nous n'étions pas seuls.
Ce que je précise, je ne veux pas faire trop long là-dessus, c'est que je crois qu'il y a effectivement je ne suis pas très amateur du terme d'OVNI, encore moins de soucoupe volante, mais après étude auprès des plus grandes autorités scientifiques, après étude de témoignages d'astronautes, de pilotes de la NASA, de pilotes de chasse de l'US Air Force, bref, de personnes qui n'ont aucun intérêt, quel qu'il soit, à dire des balivernes. Au contraire, ils ont l'intérêt à dire l'inverse, oui, oui. Au contraire, il y a tellement d'observations que je pense qu'il y a effectivement des vaisseaux inexpliqués qui nous rendent visite. Je n'ai jamais parlé d'extraterrestres, ni encore moins de petits hommes verts. Peut-être que certains se sentent légitimes pour le faire, moi pas. J'en suis resté aux rencontres, on va dire, de ce qu'on appelle le deuxième type, c'est-à-dire l'observation rapprochée. Mais je m'arrête là. La question est toujours ouverte, mais je suis heureux que mes très nombreux lecteurs, ça m'a fait très plaisir, ne m'aient pas pris pour un illuminé. Alors, question qui est arrivée pendant cet entretien. Tout à l'heure, on a parlé de votre parcours professionnel et on m'envoie 2 SMS me disant c'était aussi un formidable homme de radio. Et deuxième message, tu reviens quand? Donc là, apparemment, il y a une connivence, mais tu reviens quand sur Radio Classique? Ben c'est très gentil. Alors c'est très ciblé. Donc d'abord, l'homme de radio. On a parlé vite fait. À la deuxième question en premier, c'est vrai que j'ai toujours eu un grand amour, on en a parlé au début de l'émission, pour la musique classique, que j'essayais à l'époque de mettre à la portée de tous dans un langage simple et j'espère aéré et peut-être un peu poétique et musical avec une pointe d'humour. Bon, j'ai fait un joli bout de chemin sur cette radio. C'est vrai que j'ai toujours peut-être une petite porte ouverte, mais je dirais que c'est pas à moi de répondre à cette question. En tout cas, vous le souhaiteriez. On peut le dire différemment. Est-ce que vous le souhaiteriez? Ah bah oui, je pense que voilà, à travers ce que je viens de vous dire, ça se sent bien. Alors, ou une autre émission de musique classique, peut-être après tout sur une autre radio, et ça, ce n'est peut-être pas impossible. Ah, très bien, voilà un indice, voilà un bel indice. Ouais. Alors, la dernière partie de cet entretien, elle va nous permettre de passer 2-3 autres questions qui ne sont pas rentrées dans ce format-là. Ça va être un principe assez questions-réponses rapides. Je vous explique. Vont s'afficher au fur et à mesure, moi je vais le découvrir en même temps que vous, un certain nombre de questions qui correspondent à ce qu'on a soumis, je dirais, à nos téléspectateurs ou internautes quelques jours avant, c'est-à-dire envoyer des questions, elles sont en forme. On les a classées dans un format de l'interview du confinement. Et ces questions vont apparaître au fur et à mesure, vont défiler. Questions rapides et réponses rapides pour votre vie, entre guillemets, dans le confinement qui est intéressante à partager comme celle de chacune et de chacun d'entre nous. Alors, on va faire apparaître la petite fenêtre et on va faire apparaître au fur et à mesure les différentes questions. Comme je ne suis pas sûr que vous les voyez, moi, je vais m'en faire l'écho, je vais me rapprocher d'un écran pour vous les donner au fur et à mesure. Donc, votre lieu de confinement pour démarrer. Paris, 16e arrondissement, non loin du Bois de Boulogne. Deuxième question. Les personnes qui vous entourent durant le confinement, donc, et celles, c'est surtout ça qui est intéressant, celles qui vous manquent le plus? Ben, je dirais que ma femme, ma fille, mon gendre m'entourent et la personne qui me manque le plus, c'est ma seconde fille, Victoria, qui est à la montagne. Ma fille Isor est à mes côtés et ma fille Victoria est à la montagne. Autre question. Êtes-vous plutôt pendant le confinement horaire fixe ou vie au fil de l'eau? Vous savez qu'on a bien vu arriver. Là, je réponds tout de suite horaire fixe et je crois que c'est très important. Je ne veux pas commencer à donner des conseils, je n'ai pas cette légitimité, mais je pense que j'ai entendu parler de personnes qui restaient en pyjama toute la journée, etc. Ou qui en tout cas se laissaient filer selon les besoins. Un jour, je suis plutôt au travail. Éric, je sens au ton de votre voix que vous êtes d'accord avec moi. Je crois que c'est très important de maintenir cette discipline que j'essaie d'avoir tout au long de l'année, c'est-à-dire de se réveiller à horaire fixe, de se lever, de s'habiller, de faire exactement la même chose et de ne pas traîner au lit ou traîner dans son appartement, sa maison, que sais-je. Alors ensuite, autre question. Cette question plus indiscrète. Qui s'occupe de la maison ou de l'appartement? Bref. Je vous promets que c'est du 50-50. 50-50, très bien. Alors, question suivante. Je vous promets, je n'ai pas de fausse pudeur à vous dire ça.
Quand et comment faites-vous vos courses? Alors, vous savez que dans ces périodes de confinement, il faut évidemment limiter les sorties, et ça, c'est pour tout le monde. Alors, quand et comment? Est-ce que ça a changé vos habitudes, évidemment, du C'est côté également courses? oui, c'est également du 50-50, puisque là, avant, c'était du 10-90. Donc là, oui, oui, Mais je suis alors, très honnête. Hein, je suis ah oui, très non, mais je honnête. vois. Alors, cela dit, avant de passer à la question qui cuisine, qui est encore plus importante, vous allez me dire si c'est encore plus 50-50, dans le comment faites-vous vos courses, est-ce que ça a changé vos pratiques? C'est-à-dire, est-ce que, comme certains Français, vous avez retrouvé sur les circuits de proximité des choses comme ça qui n'étaient pas Non, dans je vais vos vous pratiques? dire, je vais vous répondre très. J'ai toujours privilégié les petits commerçants. J'ai toujours privilégié les commerçants avec lesquels je pouvais avoir un dialogue, etc. Donc, je ne suis pas. On va très, très rarement me trouver dans une grande surface, que ce soit d'ailleurs en période normale ou en période actuelle. Donc, comme les petits commerçants, Dieu merci, sont restés ouverts, il va de soi. Je dirais qu'en Du moins les plus en ce alimentaires, moment, du moins les en ce alimentaires. moment- Après les autres, oui, c'était les voilà, commerces tout à alimentaires. fait. Oui, mais oui, alors les commerces alimentaires, c'est une certitude, mais même au-delà, j'ai toujours préféré les petits commerçants, comme d'ailleurs, quand je fais le plein, je fais chez un petit pompiste et non pas dans une grande station. Donc Ce, voilà, ce- ce- c'est une habitude qui fait que ce- j'ai ce qui toujours est à Paris, privilégié. ce qui est à Paris devient de très difficile. Ah bah, il y en a Ben, pratiquement c'est plus. pour Il y en ça. a pratiquement plus. Allez, Mais moi, j'en connais encore une. J'espère qu'elle tiendra encore un peu. Mais enfin voilà. alors qui cuisine? Et la prochaine question qui va avec qui cuisine et qui va s'afficher immédiatement, c'est votre recette ou pas préférée. Enfin, quelle recette préférée? On est bien dans le confinement, hein. On est bien dans la période de confinement. Oui, Rapidement. alors, honnêtement, comment, je ne pense pas que la cuisine change beaucoup, en matière de confinement ou pas confinement, sauf qu'on Ah, y passe peut-être un petit peu plus de temps. Mais bon, compte tenu de ce que je viens de vous dire, vous voyez bien que c'est pas essentiellement moi c'est- je, je- qui cuisine. je n'ai rien dit. Mais en revanche, mais c'est tout à fait normal. Je veux dire, je prépare, je fais la vaisselle, tout ça. Non, Voilà. mais Enfin, il y a un partage, vous l'avez dit tout à j'essaye l'heure, il y a un d'être un peu partage. Il plus. faut bien Je trouver suis le tout 50-50. sauf un macho. Enfin, voilà. Allez, prochaine question rapidement. Vous êtes plutôt TV, musique, lecture ou ciné pendant le confinement? Pendant le confinement. Cinéma, non, puisque Non, mais ils ciné, sont pas. ça doit vouloir dire Ah sur oui, les vous voulez dire plateformes, ciné à sur les domicile, oui, plateformes, Home etc. TV, plutôt. oui. Non, non, je dirais lecture musique, lecture en même temps que musique, même si je lisais, alors ça, j'ai lu un article très intéressant ce matin même dans le magazine Le Point, je ne sais plus de qui, il disait quelque chose de très intéressant, il disait qu'en fait, il est assez difficile de lire autant qu'on le voudrait pendant le confinement. Et j'ai réfléchi à ça, et l'auteur a raison. C'est vrai que le livre, je sais pas, il y a une forme on culpabilise un peu, etc. Je ne sais pas si c'est votre opinion, mais franchement, j'ai relu cet article 2 fois, et je pense que l'auteur a raison. Enfin, j'essaye d'être positif, donc lire en écoutant de la musique. Ouais. Alors, prochaine question. On va laisser les questions affichées au fur et à mesure pour avancer. Est-ce que vous êtes devenu boulot, visio, dodo? Bref, est-ce que vous avez redécouvert le plaisir de la visioconférence et du travail à domicile, Un du petit peu la télétravail? visioconférence à travers donc ces interviews que je mène pour notre site France TV Sport. Le boulot, donc, bon, évidemment, c'est plus léger qu'une activité normale. Enfin, voilà, visio, donc là, je vais dire, dodo, pas plus Pas ou plus que pas ça. moins qu'avant. Et apéro, j'essaye de faire. Alors, apéro, voilà, faire- parce qu'on va laisser les questions, laissez l'affichage complet, s'il vous plaît, à la régie. Voilà, apéro. Vous êtes apéro visio, parce que maintenant, vous avez bien vu ces nouvelles pratiques, on peut se contacter entre amis. Vous avez fait ça ou pas? Non, pas encore. En revanche, j'ai des amis qui le font. Non, ça, je ne l'ai pas encore fait. Vous avez vu la Par dernière contre, question, on parle kilo. Alors, oui, j'ai bien compris. Au-delà de l'humour qui caractérise cette question, je pense qu'il faut faire un peu attention parce que le piège, il est là. Je veux dire, allez, je vais vous faire une autre petite confidence. C'est vrai que je ne me suis pas pesé depuis un mois. Parce que j'ai un peu peur de du voir le résultat. résultat. Donc,
Donc voilà, je me pèserai, je ne sais pas, au mois de juin. À la sortie Voilà. du confinement. Allez, regardons les dernières questions. Le livre à voir chez soi actuellement, quel livre vous conseilleriez dans ce confinement? Ou le dernier que vous avez peut-être lu pendant que vous étiez confiné? Non, je vais vous répondre. Comme c'est peut-être lié à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, sur le fait que c'est difficile et c'est intéressant comme observation de garder un livre Ouais. pendant des heures, parce qu'au fond, on aurait peut-être des heures à le lire. Je dirais qu'un recueil de poésie ou d'histoires courtes qui fait que ça s'interrompt au bout peut-être de 10 minutes ou de 5 minutes même, peut-être est un petit peu plus facile en ce moment à lire, je pense. Oui, je dirais un recueil de poésie ou d'histoires courtes type Maupassant ou autre. Voilà, je pense que ça irait assez bien. Oui. Votre playlist idéale en mode confiné, alors je vais peut-être pas vous demander une playlist complète, mais s'il y avait, surtout qu'on a parlé de Ferrat il y a quelques petites minutes, et si vous aviez à piocher dans le répertoire ou classique ou actuel, vous mettrez qui en premier, en incontournable de la playlist? Sachant que vous avez Virginie. C'est lié en plus à ce que nous célébrons là depuis vendredi. Je mettrai la prière, le Je vous salue Marie de Georges Brassens. Je pense que cette chanson, pour moi, elle représente tout. C'est-à-dire que Georges, qui en plus, alors évidemment, je me suis beaucoup intéressé à sa vie, comme je développe. Oui, nous n'avons pas parlé. Je développe également un spectacle musical autour de Georges Brassens qui s'appelle Les copains d'abord. C'est vrai. Où je raconte sa vie à travers ses chansons et je trouve que cette chanson. J'encourage vos auditeurs à l'écouter. La prière de Georges Brassens, je pense que beaucoup de personnes prient peut-être davantage en ce moment qu'ils ne le feraient habituellement. Et voilà, c'est ce que je dirais. Alors, il y en a bien d'autres. D'ailleurs, vous savez, je vous parlais d'artistes que j'aime profondément. J'aime profondément Jean-Jacques Goldman, plus près de nous, un artiste comme Vianney, je l'aime énormément. Voilà, il y a beaucoup de chansons, des chanteurs américains que j'adore, les Beach Boys, que j'adore. Je suis allé avec ma fille Isor voir les concerts des Beach Boys à l'Olympia, qui était une merveille. Enfin voilà quoi, on va revenir à l'écran. On va revenir à l'écran ici. Ma fille est à côté de moi et je ne résiste pas au fait. Voilà. Bonjour à tous. Alors voilà. C'est Isor, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça, c'est Isor. Bien enchanté Isor, enchanté également. Cela dit, vous partagez souvent avec vos filles parce que là vous en présentez une, mais d'une façon générale, y compris lorsque vous montez sur les planches, etc. Je crois que les collaborations familiales ne sont pas rares. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie et oui, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, je crois. Enfin, j'espère être un bon père et elles me le rendent tellement, tellement bien, oui. Alors, une pensée, une maxime qu'il faut avoir en tête pendant le confinement, on va se dire que la réponse à la question précédente était quelque part un indice sur ce qu'il faut avoir. Passons aux autres questions, s'il vous plaît, en régie. La prochaine question, regardez. Quelle sortie vous manque par contre le plus en mode confiné? Alors, c'est ça, c'est les sorties musicales, théâtrales et sportives. Ça vraiment, alors je sais qu'il y a des personnes beaucoup plus malheureuses que moi, beaucoup plus malheureuses que nous, mais pour moi, d'ailleurs, je suis content de m'adresser au public palois parce que votre ville regorge de salles, de spectacles, sans parler d'actualité sportive avec la section paloise qui est une équipe que je suis évidemment. Alors d'ailleurs, vous avez vous avez un Palois qui vient d'envoyer, vous avez un Palois qui vient de nous envoyer. Il faut que tu viennes au hameau et tu viendras au hameau. Bah écoutez, je vais vous dire, en plus, je n'ai pas le calendrier sous les yeux, hein, j'ai aucun document sous les yeux. Je sais que vous deviez rencontrer le Stade Toulousain, qui n'est pas n'importe quelle équipe, le 9 mai. Je crois bien que c'est ça. Je pense que cette rencontre oui, et franchement, donc, je pensais justement revenir le 9 mai. Je pense malheureusement que cette rencontre a du plomb dans l'aile, comme dit l'expression consacrée. Oui, donc, je pense que malheureusement, ça sera reporté, mais j'adore, je dis pas pour faire plaisir, vous le sentez, j'aime beaucoup votre vie. Donc voilà, pour répondre à votre question, oui, toutes les sorties me manquent, mais théâtre, musique et sport me manquent singulièrement. Les deux prochaines questions, ce dont vous passez par contre sans problème. On a parlé de ce qui vous manquait, mais ce dont vous passez sans problème en confinement. Certaines chansons d'aujourd'hui. Je m'en passe très très bien. C'est clair. Je m'en passe en confinement ou hors confinement. Ou hors confinement, j'ai bien compris. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et l'événement que vous ne pourrez pas
vivre ou voir, et donc qu'il vous manquerait? L'événement, un événement sportif, là, on a parlé donc les JO, vous avez bon espoir évidemment pour 2021, le Tour, on a bien entendu ce que vous disiez, Roland Garros aussi. Est-ce qu'il y a un autre événement sportif, par exemple, qui va vous manquer et qui malheureusement ne pourra pas se tenir? Si ces 3 événements avaient lieu dans les délais indiqués, il n'y aurait pas d'autres événements. Comme quoi, il y a des choses beaucoup plus importantes que le sport. Voilà, non, il n'y a pas d'événement de sport qui pourrait me manquer tellement plus, puisqu'il y a des choses, encore une fois, beaucoup plus importantes que le sport, surtout en ce moment. Est-ce que vous avez redécouvert de nouveaux loisirs pendant le confinement, Nelson? Est-ce que vous êtes redécouvert de nouveaux loisirs? Est-ce que vous avez pris dans les nouvelles habitudes des nouvelles choses positives? Ah, là, c'est l'appel à une amie. Là, on est à Qui veut gagner 10 millions? Vous venez de faire l'appel à une amie, votre fille. Écoutez, j'ai un petit chien que j'adore qui s'appelle Teddy. Et j'ai appris à le promener, le pauvre, entre nous tous. Et à la fin de la journée, il est totalement épuisé parce qu'on n'a jamais autant on n'a jamais autant sorti, mais voilà, je dirais que ça, c'est un nouveau loisir et c'est même une petite histoire d'amour entre lui et moi. Très bien. Et il y a une deuxième chose. Il vous a tout le temps, pour le coup. Oui. Et il y a une deuxième chose, c'est que on parle avec ses voisins, on parle avec les gens. Peut-être en êtes-vous témoin. On parle avec les personnes qu'on croise. On parle sur les trottoirs. On parle. Alors moi, je respecte 1 heure par jour, hein, donc je sors en matière 2 fois une demi-heure. Mais enfin, à nous 5 et on parle plus loin, parce que vous respectez la distanciation aussi. Mais pour le coup, en effet, il y a d'autres formes de dialogue qui se nouent. Écoutez, là, j'ai enlevé mon masque pour vous parler, parce que ça aurait quand même pas été très joli pour vous parler avec un masque. Mais il y a une autre forme de dialogue, et je peux même dire que maintenant, depuis un mois, hein, puisque c'est bien ça, c'est un mois, oui, c'est un mois, j'ai croisé plus d'une fois dans la rue des personnes qui sont, je ne vais pas dire des amis, qui sont en train de devenir, qui sait, peut-être des amis, et ça aurait été impossible sans cette période de confinement. Alors justement, dernière question, ou avant-dernière, d'abord, qu'est-ce que vous auriez aimé acheter avant le confinement? Et je vais tout de suite demander à ce qu'on affiche la dernière question, également, s'il fallait trouver un avantage au confinement. Alors d'abord, qu'est-ce que vous auriez aimé acheter? Qu'est-ce qui vous manque, entre guillemets, dans le confinement? Ou est-ce que vous avez tout? Parce que en plus, vous avez la chance d'avoir un environnement, puis de la famille avec vous confinée. Oui, je n'ai pas, comment dire, j'ai jamais vraiment eu une frénésie d'achat, donc qu'est-ce que j'aurais aimé acheter avant le confinement? Non, si, des masques. Ah, des masques. Oui, évidemment, voilà, évidemment. Mais là, je pense que nous sommes des millions. À être dans ce cas. Parce qu'il faut surtout pas, ça par contre je suis content de vous le dire Eric, il faut surtout pas penser que nous autres, soi-disant parce qu'on travaille à la télévision, dans les médias, etc., sommes privilégiés en la matière. Absolument pas. Voilà, je pensais pas. Message clair. Non, mais message très clair. Je pensais pas vous dire ça, mais voilà, au moins c'est très clair. Donc qu'est-ce que j'aurais aimé? Je dis ça avec un petit peu d'ironie, mais voilà, il y a un fond de sérieux. Alors, un masque, des masques, et si possible plusieurs. Alors, oui, pardon. Dernière question. Alors, sachant que les questions étaient tout à fait... C'est pas fait exprès parce que vous avez accepté de participer à cette émission qui se fabrique d'ailleurs pour une grande partie pour nous également en télétravail. Et personne ne pouvait jointer entre la couleur de votre pullover et la couleur des cadres des questions. Mais je vois qu'il y a un raccord qui est absolument parfait. C'est vrai. Qui est un raccord qui est absolument parfait, absolument totalement involontaire. Mais dernière question. S'il fallait trouver un avantage à la période que nous vivons, quel serait cet avantage pour vous? S'il fallait trouver un avantage. C'est peut-être ce que je disais il y a quelques instants sur le fait d'ouvrir les yeux, de rencontrer des personnes dans la rue qui traversent les mêmes, je ne veux pas dire épreuves, parce que les épreuves ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais qui traversent les mêmes. Voilà, une forme de chaîne de solidarité, de tout cela. Quand ma fille et mon gendre préparent des gâteaux pour les personnels, je veux dire, tout ça, ce sont des moments de solidarité. Voilà, je dirais que s'il y avait un mot, ce serait celui de solidarité et de rencontre. Ce sont d'ailleurs 2 mots qui se rejoignent. Qui se rejoignent. En tout cas, merci pour ce moment, pour cette rencontre. C'était un véritable plaisir. Alors, il faut que je vous donne la dernière question qui est arrivée tout à l'heure de Virginie. Pour vous, Nelson, Mozart, est-ce qu'il n'est pas un extraterrestre parce que c'est un musicien extraordinaire? Oui, j'ai coutume de dire que ce musicien qui accompagne ma vie est descendu sur terre sur les ailes d'un ange.
Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Vraiment, Nelson, merci. Je sais que vous avez beaucoup d'attaches en Béarn, d'attaches amicales en Béarn. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin de cet entretien, de cet entre-nous. Ce sont des entretiens plus longs qu'à l'accoutumée, mais ça nous permet de découvrir, de redécouvrir différemment les invités qui acceptent de passer un petit moment avec le public béarnais qui, dans ces périodes de confinement, ma foi, a plaisir à voir, à entendre des voix d'ici, bien sûr, mais aussi des voix et des visages connus, dont le vôtre. Donc, je vous laisse conclure cet entretien, Nelson. Ça c'est plaisir d'être avec vous, Eric, d'être avec vous tous, d'avoir répondu à vos questions, aux questions des téléspectateurs, des internautes. J'ai une grande tendresse pour le Béarn, pour son environnement et surtout pour ses habitants qui me le rendent bien à chaque fois que je viens. Et j'espère vraiment y revenir le plus souvent possible et surtout cet été au moment du Tour de France cycliste et puis un petit peu plus tard pour célébrer Jean Ferrat ensemble. D'ailleurs, la chanson la plus connue de Jean Ferrat s'appelle « Que la montagne est belle ». Et Dieu sait que chez vous, elle est belle et pas seulement la montagne. Merci beaucoup Nelson Montfort d'avoir été avec nous. Ça fut un véritable plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous dis à très bientôt. Merci.